Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Otalecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. Avant de commencer, vous pouvez comme toujours me retrouver sur mes réseaux, à savoir Twitter, Instagram, etc. Tous les liens sont disponibles en description. Bref, comme toujours, si vous voulez des idées de lecture, vous êtes au bon endroit. Et avant ça, générique. Et on va directement commencer cette série de reviews par une grosse fournée de Kingdom, puisque je me suis tout simplement mis à jour sur la parution française des éditions Meian, et ça tombe bien puisque l'on va aborder les tomes 47 à 60, ce qui couvre quasiment en intégralité l'arc de l'invasion de Zhao. Je vais donc en profiter pour vous donner mon avis global sur ce dernier, un arc que j'ai trouvé dans l'ensemble très bon et dans la lignée de ce que Yasuhisa Hara nous a habitués avec Kingdom. L'aspect stratégique de la série a plus que jamais été mis en avant à travers l'opposition des généraux Usen et Riboku, Shin face à Zhao, et c'était assez haletant de suivre l'évolution des différentes batailles à travers une vision aussi stratégique que psychologique. Psychologique oui, car l'issue de cette guerre s'est finalement décidée à l'usure et au mental, un point sur lequel Yasuhisa Hara a cependant un peu trop abusé à mon goût, et je fais principalement référence aux différents exploits de Shin. Car il a quand même vaincu un personnage aussi important et puissant qu'Uken, dans un état qu'il ne le mettait pas du tout en position de force. Ce que j'ai eu assez de mal à avaler puisque c'est non pas un Shin au top de ses capacités qui a vaincu un tel monstre, mais bien un Shin usé, à bout de force, qui avait déjà traversé de nombreuses batailles et vaincu d'autres grands noms dans le même arc avant de lui faire face. Donc bien évidemment j'ai compris que l'idée était d'accentuer une fois de plus l'immense volonté de Shin de se surpasser afin d'atteindre son but, en puisant sur toutes ces fameuses épreuves qui l'ont rendu plus fort au fil de son aventure, car on reste dans un pur Neketsu mais quand même. C'est d'autant plus gros lorsque l'on voit comment il a été sauvé par Kyukai derrière. Cela dit, ça reste le seul et unique point qui m'a un peu gêné dans l'ensemble du manga, donc ce n'est pas dramatique en soi, et après relecture ça passe tout de même bien mieux, mais je tenais à être honnête avec vous, surtout quand il s'agit de l'une de mes séries préférées. Mis à part ça, j'ai très apprécié la mise en avant de nombreux personnages, en commençant par le peuple des montagnes mené par la sublime Yotanwa, Muten et Uwon qui ont aussi prouvé qu'ils avaient l'étoffe de grands généraux, ou encore le charisme de Kanki alors qu'il est resté assis tout le long. J'espère qu'on le verra davantage en action lors de la prochaine guerre, mais quand on voit la couverture du tome 62, je l'ai pas encore lu mais je me dis que... C'est d'ailleurs sur le début d'un nouvel arc que nous laisse le tome 60, l'alliance entre Shin et l'état de Wei pour anéantir l'état de Shu. Ça s'annonce déjà légendaire. C'est en tout cas toujours un réel plaisir de vous parler de Kingdom, donc vivement la suite. On reste chez Meian histoire de vous parler du troisième tome de la meilleure comédie de tous les temps, l'excellent Grand Blue. Bon, on ne présente plus le manga et encore moins sur cette chaîne, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, et pour faire court, ce troisième volume est dans la parfaite continuité des deux précédents, tout en bonifiant certains points. Le premier étant le développement des personnages que l'on apprend de plus en plus à connaître au fil des chapitres, principalement le personnage de Aina qui nous est davantage présenté cette fois-ci, et derrière les nombreux gags concernant son physique et son maquillage abusif, se cache une fille qui manque cruellement de confiance en elle, et c'est aussi ce que j'apprécie particulièrement dans Grand Blue car les auteurs ne se contentent pas d'enchaîner des gags sans apporter un fond et un propos avec. L'humour de Grand Blue sert finalement constamment le développement des différents personnages et souvent, cela nous raconte quelque chose qui va bien plus loin qu'une simple visée humoristique. Rejoindre le club de plongée est un moyen pour Aina de s'affirmer et de reprendre confiance en elle, grâce à des amis qui vont vite lui faire comprendre qu'on ne juge pas les gens sur leur apparence. Je tenais aussi à mentionner Shisa car cela reste le personnage le plus normal de la série au final, ses réactions sont toujours justifiées car elle n'aime pas qu'on ne respecte pas sa passion qui est la plongée. Comme toujours, Kimitake Yoshioka nous régale avec des sublimes planches, toujours aussi expressives mais surtout immersives. Et enfin pour finir, comment ne pas mentionner le fameux match de tennis qui m'explose toujours autant de rire. Vivement le 28 juillet pour le tome 4, mais en attendant, lisez Grand Blue. On change encore de registre avec Aohashi disponible chez Mangetsu. Je précise que j'ai déjà sorti une vidéo plus complète sur le manga donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Aohashi est un manga de football signé Yugo Kobayashi qui est toujours en cours au Japon avec 24 tomes parus. Les 3 premiers tomes sont déjà disponibles chez nous. Sur ce, voici de quoi ça cause. Aoi Yashito habite dans la préfecture d'Ehime et ne l'a jamais quitté. Bien qu'il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d'un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d'Ashito, le directeur des U18 du Tokyo Aspiring FC lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage qui l'amènera peut-être un jour jusqu'au sommet du football japonais. L'idée ici est de vous redonner un avis plus condensé, mais si vous avez déjà vu ma vidéo, vous savez déjà que Aohashi est un petit coup de cœur. Raison de plus pour le remettre en avant dans une note à lecture et on parlera assurément des prochains tomes, un manga de football qui transpire la passion à travers son héros Ashito, motivé par de grandes ambitions et empli de rêves. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que l'on ne s'intéresse pas seulement à ce qu'il se passe sur le terrain, c'est-à-dire les matchs, les entraînements, etc., mais aussi sur ce qui se passe en dehors. L'aspect mental et psychologique sont 2 points fondamentaux dans un sport comme le football, où beaucoup se joue dans la tête, et ça, l'auteur l'a déjà compris.
J'ai hâte de voir comment cette histoire va évoluer car elle dégage un certain réalisme, une certaine part d'humanité tout en gardant certains aspects, certains codes comme le dépassement de soi, l'esprit shonen qui font le succès des grands mangas de sport. Que vous aimiez le foot ou non, foncez lire Aohashi. Est-ce que ce ne serait pas la transition parfaite pour parler de Blue Lock, un manga de l'excellent duo composé de Yusuke Nomura au dessin et Muneuki Kaneshiro au scénario qui est notamment l'auteur de Jagan. Les 2 premiers volumes sont disponibles chez Pika Édition. Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8ème de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair, détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Alors je n'avais pas mentionné et encore moins comparé Blue Lock à Aohashi dans ma vidéo sur ce dernier, car je n'ai pas eu besoin de ça pour vanter ses qualités, contrairement à beaucoup qui se cantonnent à une triste comparaison pour faire un choix, c'est un peu dommage, mais je le répéterai jamais assez, ces 2 mangas peuvent coexister ensemble tant ils sont parfaitement complémentaires. Si Aohashi met clairement plus en avant les valeurs du collectif, dans Blue Lock, on se concentre davantage sur l'égoïsme des attaquants. Le tout avec un concept innovant de Battle Royale Survival où chacun des joueurs doit se surpasser pour survivre aux différentes épreuves éliminatoires. D'un côté c'est du chacun pour soi donc l'enjeu est constamment de taille, mais les joueurs doivent aussi apprendre à se servir des autres afin d'avancer au niveau supérieur. De ce point de vue, il casse lui aussi les codes des mangas de sport à sa manière et c'est vraiment rafraîchissant. Pour faire simple, ça aurait très bien pu être un manga de handball ou de rugby, le principe reste le même au final. Je dirais même que c'est plus un manga d'action qu'un manga de sport limite, raison de plus pour lire les 2, car je vous recommande autant Blue Lock qu'Aohashi, et ce pour des raisons totalement différentes, bien qu'ils abordent tous les 2 le thème du football. Toujours chez Pika Édition mais dans un genre encore différent, place à de la comédie romantique avec les tomes 3 et 4 de Kaguya-sama Love This War. Alors c'est toujours un manga assez plaisant à lire tant l'auteur s'amuse lui aussi avec les codes de son genre, une romance où les 2 protagonistes veulent obliger l'autre à se déclarer bien qu'ils aient tous les 2 des sentiments réciproques. Ce décalage fonctionnera certainement toujours car cela crée forcément des scènes assez marrantes tout en permettant le développement des personnages que l'on apprend de plus en plus à connaître. Cela dit, j'émets quand même une réserve sur la construction des chapitres car je ressens déjà une certaine répétitivité dans la façon dont sont amenées les différentes scènes d'humour. J'appréhende un peu ce point car sur la longueur ce concept peut très vite s'user donc j'ose espérer que l'auteur saura aussi se diversifier au niveau de son humour, car même si comme je l'ai dit ça reste plaisant à lire, ce n'est pas au niveau où l'humour de cette série me fait exploser de rire. Je souris au mieux mais pour le moment, je me suis pas encore éclaté de rire quoi. Cependant je reste confiant car j'ai tout de même une certaine attache pour les personnages que je trouve intéressants, à voir si Kaguya-sama saura me satisfaire davantage car pour le moment ça reste un bon manga, mais j'en attends un peu plus au vu de toutes les louanges faites à la série que je peux lire sur les réseaux. On reste dans le même genre avec les volumes 5 et 6 de Hitman, les coulisses du manga, également disponibles chez Pika Édition. Eh bien j'aime de plus en plus cette série car encore une fois, elle est parfaitement à l'image et dans l'esprit du Weekly Shonen Magazine. Je ne suis pourtant pas du tout fan du genre harem mais je trouve qu'il est ici utilisé de façon très pertinente. C'est-à-dire que les différentes héroïnes tournent certes autour du protagoniste en lui faisant plus ou moins des avances claires ou non, mais elles sont aussi motivées par leur travail de mangaka afin de réaliser les meilleures œuvres possibles. Il y a donc non seulement des enjeux romantiques car on se demande forcément avec qui Ryonosuke Kenzaki va finir d'ici la conclusion de l'histoire, on s'intéresse donc ici à des aspects plus humains et en dehors du cercle professionnel, mais il y a aussi des enjeux professionnels car si les héroïnes sont en concurrence sentimentale, si on peut dire ça comme ça, elles sont surtout en concurrence de par leur métier de mangaka et donc à travers leurs œuvres, puisqu'elles sont publiées dans le même magazine. Et elles reçoivent surtout les conseils d'un même éditeur pour qui elles éprouvent des sentiments. Les relations des personnages en deviennent ainsi très intéressantes. Ajoutez à cela qu'encore une fois les enjeux ne concernent pas uniquement les auteurs mais aussi les éditeurs, car il y a également beaucoup de rivalité entre eux au sein de la rédaction du Shonen Magazine. Hitman est donc une série qui nous assure des enjeux de façon assez constante et c'est très cool à suivre. Seul bémol, le tome 6 spoil grandement la série Fuka du même auteur et c'est assez dommage, même si je pense que mon avis aurait été tout autre en ayant lu Fuka avant, car le fameux spoil est très bien amené, très pertinent, et surtout émotionnellement parlant c'est assez fort. Pour finir avec les éditions Pika, place cette fois-ci au tome 3 et 4 de Blue Period. On suit toujours l'histoire de Yatora, un jeune artiste sans réel talent mais qui ne manque pas d'envie et d'ambition. Son manque d'expérience dans un milieu dont il vient seulement de rentrer et surtout de découvrir lui pose pas mal de difficultés, mais la façon dont l'auteur amène sa progression est toujours très pertinente. En effet, puisqu'en tant que lecteur, nous apprenons à travers ses yeux les coulisses du domaine de l'art et toute la panoplie de techniques qu'il regorge, une vision certes assez technique mais toujours accessible au grand public, donc je n'ai pas la sensation d'être perdu lors de ma lecture. C'est même tout le contraire car les termes et techniques sont bien expliqués et même assez explicites finalement, donc on en vient seulement à se demander comment Yatora va parvenir à combler son manque d'expérience à chaque nouvelle épreuve et exercice. Et les premiers examens apparaissent pour non seulement apporter toujours plus d'enjeux à l'intrigue, mais ils permettent d'accentuer par la même occasion les thématiques plus sociales qu'aborde Blue Period, comme l'importance de choisir la voie que l'on aime, la peur de l'échec, la pression scolaire, etc. Un manga très inspirant qui donne clairement envie de dessiner. On continue avec le tome 8 de Chainsaw Man, disponible aux éditions Kazé.
Et avant de commencer ma petite review, foncez lire cette dinguerie avant que l'anime ne commence parce que c'est très clairement l'anime et le manga qui va tout exploser prochainement. Donc n'attendez pas la hype, foncez maintenant et vous allez pas du tout regretter. Au passage, le trailer est incroyable, voire une première animation officielle de Makima, ça n'a pas de prix. Plus sérieusement, ce 8ème opus tombe vraiment bien puisque c'est ici que la série a passé un cap à mes yeux, en repoussant toujours plus mes attentes jusqu'à atteindre un certain niveau de folie rarement vu dans les pages du Shonen Jump. Une bataille sans merci où l'on voit enfin le Père Noël démontrer toute l'étendue de son pouvoir et à partir de là, un festival de violence s'offre à nous. Nous plongeons radicalement dans une ambiance chaotique et je n'ose même pas imaginer ce que le rendu de certaines scènes pourrait donner en animé, car niveau chorégraphie et mise en scène de combat, j'ai trouvé Tatsuki Fujimoto particulièrement brillant. En tout cas, un niveau au-dessus de ce qu'il nous propose déjà d'habitude. Un tome qui nous dévoile également un peu plus le personnage de Makima qui prend toujours plus d'importance. C'est clairement devenu mon personnage féminin préféré tout manga confondu, elle dégage beaucoup trop de charisme, de mystère et c'est surtout son côté imprévisible qui a su m'envoûter. Bref, encore un excellent tome et dire que le meilleur est encore à venir, quel manga exceptionnel. Cette fois-ci direction les éditions Kurokawa avec le 4ème volume de Spy Family. Encore un excellent tome et c'est même mon préféré de la série. Adorant personnellement les chiens, il m'en fallait pas plus puisqu'ils sont les principaux acteurs de ce volume. J'apprécie notamment l'idée de considérer Bond comme un membre à part entière de la famille et pas seulement comme l'animal de compagnie d'Anya. Il apporte déjà beaucoup à la série et forme un nouveau duo très complémentaire avec notre petite Anya justement. Suivre leurs diverses péripéties en devient donc rapidement divertissant car Tatsuya a vraiment ce don de captiver assez facilement ses lecteurs. Il faut aussi dire que les personnages sont très attachants donc forcément ça aide beaucoup. Et cela bonifie les situations marrantes qui pour le coup ont bien marché sur moi dans ce volume, car je suis désolé, l'innocence d'Anya face au monde qui l'entoure et son chien surdoué c'est littéralement le combo ultime de la bonne humeur. Donc voilà, comme toujours Spy Family c'est toujours la petite bouffée d'air frais, chaque nouveau volume est bienvenu, c'est un vrai plaisir à lire. On enchaîne avec un petit survival avec le premier tome de Survivors Club, disponible chez Delcourt Ocam. 3 années ont passé depuis qu'un élève, persécuté par ses camarades, s'est fait exploser, tuant de nombreux élèves. Takumi Shindo et 6 autres survivants se réunissent pour découvrir qui a fourni la bombe. Au même moment, une jeune fille brimée fait son apparition dans une classe d'un lycée privé, le corps recouvert de bombes. Ceci est un procès pour harcèlement moral, vous allez tous mourir avec moi. Alors généralement je n'accroche pas tellement au genre survival, mais je trouvais celui-ci assez sympathique, sans pour autant être totalement emballé, je ne vais pas vous mentir non plus. Et sa principale force est qu'il s'agit d'une série terminée en 3 petits volumes. Ce n'est donc pas un très gros investissement, et il faut aussi parfois des petites séries courtes de ce genre histoire de changer un peu. Cela dit, il faut aussi que l'histoire soit un minimum prenante et pour le coup, j'ai bien accroché au concept basé sur la thématique du harcèlement. Un fléau pointé du doigt par l'auteur qui peut souvent mal finir en prenant des proportions catastrophiques, et ici, les conséquences sont assez terribles pour les personnages. Au moins on peut être sûr que cela ne s'étalera pas inutilement en longueur et que l'auteur ira à l'essentiel, ce pourquoi je le recommande, et plus particulièrement aux fans du genre tout de même. Pour conclure cette vidéo, on va enchaîner 3 séries de chez Glénat, en commençant dans un premier temps par la nouveauté Terrarium de Yuna Hirasawa. Une série terminée en 4 volumes au Japon, voici de quoi ça cause. Shiko, la technologue d'investigation et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les 2 explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure. Comme à chaque nouvelle auto-lecture, j'essaie toujours de vous proposer une sélection de titres riches et variés, et je me devais d'aborder Terrarium, car il est vrai que j'ai peu souvent l'occasion d'aborder le genre SF sur la chaîne. Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? La grande problématique de la série qui reflète au final une triste réalité par la même occasion. Terrarium nous raconte donc une histoire assez touchante au final, qui m'a personnellement partagé entre un sentiment de tristesse mais aussi de mélancolie quelque part, car on suit 2 protagonistes qui parcourent le monde pour accompagner des robots dans leurs derniers moments. Le monde ne tourne plus, la vie est quasiment inexistante et pourtant, ces derniers continuent leur tâche comme si de rien n'était. Si vous voulez, il y a un peu de Yu Yu Hakusho dans Terrarium et je fais bien évidemment référence au premier chapitre dans lequel Yusuke guide les esprits vers l'au-delà, il y a un peu de ça. Donc Terrarium reste une série courte mais surtout une belle surprise pour ma part. On termine avec la dernière nouveauté de cette sélection avec le premier volume de Parasite Reversi, également disponible chez Glénat. Alors ce n'est pas une suite mais bien une histoire alternative à la série d'origine. Fukami est un inspecteur de police à qui on ne la fait pas. Chargé d'enquêter sur une véritable boucherie de morceaux de cadavres, il sent tout de suite que quelque chose cloche avec Tatsuki, son jeune témoin. Il est trop calme, bien trop calme. Et ce garçon a des raisons d'être calme quand on connaît sa famille. Et ça tombe bien aussi puisque je n'ai pas encore abordé Parasite sur la chaîne, c'est clairement un classique en son genre, aussi bien le manga que son adaptation animée, qui a su remoderniser l'œuvre tout en préservant son identité. Parasite Reversi a pour le moment répondu à mes attentes, on suit une enquête qui se révèle bien prenante dès le premier tome, avec un dessin plus moderne comparé au style du grand Hitoshi Iwaki. On retrouve cette ambiance étouffante et cet univers qui nous plonge dans la pénombre des rues nippones où il ne fait jamais bon de s'aventurer trop longtemps. J'en profite donc pour vous conseiller à la fois Parasite Reversi et vous recommander Parasite qui reste comme je l'ai dit un incontournable. Cependant ce n'est pas encore la fin de cette vidéo car on va terminer en beauté avec le 98ème opus de One Piece, on garde toujours le meilleur pour la fin ici.
la bataille, ou du moins les batailles continuent de s'intensifier sur Onigashima, et on ne sait même plus où donner de la tête tant il se passe des choses intéressantes de tous les côtés, même si bien sûr l'élément principal de ce volume reste l'officialisation de l'alliance entre Big Mom et Kaido, de Yonkou qui semble déjà bien assez intouchable seul, et pourtant, Oda rajoute malgré tout cela sur le dos de nos héros dont l'avenir semble s'assombrir de plus en plus. Bon honnêtement, Kaido représentant le parfait pirate sans scrupules, je doute qu'il restera longtemps fidèle à Big Mom quand il aura plus besoin d'elle, on pourrait même se demander s'il a même vraiment besoin de cette alliance tant Kaido nous a déjà prouvé qu'il était à la hauteur de sa réputation de monstre. Un monstre auquel font face les fourreaux rouges pleins de courage et même comme ça, quand Kaido décide de passer à la vitesse supérieure, cela vire au carnage. Je sais pas vous mais Kaido il m'impressionne de ouf, je suis totalement fan du personnage. Ce tome marque aussi l'entrée en scène de Yamato, la fille de Kaido qui vient transmettre la volonté d'Oden, un personnage qui aura sans doute un rôle clé à jouer dans cet arc et j'en attends beaucoup, je n'espère donc pas être déçu. On peut aussi mentionner la roue arrière de Franky en Y sur le gros crâne de Big Mom, les nouvelles formes Sulong des Minks qui dégagent un immense flow. Alors c'est toujours difficile de donner un avis condensé sur un tome de One Piece tant celui-ci est encore riche en action, en péripéties, en émotions, et il apporte même toujours plus de profondeur à cet arc, donc pour faire court, on est encore sur un excellent tome. Sur ce, la vidéo est terminée, donc j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab, que ce soit sur la vidéo en elle-même, les mangas concernés ou tout simplement pour me partager vos lectures du moment. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Instagram ou encore me soutenir sur Utip, tous les liens sont toujours disponibles en description. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役になろう」